Nous voilà donc dans le deuxième épisode sur l'Ukraine et la guerre du Donbass. Là, je vous présente des images de Kramatorsk. Alors que dans le premier épisode, je vous avais montré des images de Kharkiv et nous avons vu l'histoire de l'Ukraine jusqu'en 1991. Je vous conseille donc fortement de voir ce premier épisode, mais vous faites comme vous voulez. Dans ce deuxième épisode, comme pour le premier, j'ai décidé de ne pas faire de micro-trottoir et plutôt pour vous montrer des images, cette fois-ci de Kramatorsk. Pourquoi je vous montre Kramatorsk? C'est pas pour vous montrer des images de guerre, etc. Je vous rassure, c'est simplement que c'est le dernier village avant la frontière non officielle, mais bel et bien réelle, je peux vous le garantir pour l'avoir vu. Du côté de l'armée officielle ukrainienne, ils sont lourdement armés. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'ils utilisent des tablettes tactiles pour vérifier les identités. Enfin bref, de l'autre côté, c'est encore plus compliqué, comme vous imaginez, parce que là, ils vérifient en plus les téléphones portables pour voir s'il y a des photos, des vidéos, j'en passe et des meilleurs. Et c'est là, vous pouvez attendre longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est pas 10 minutes, c'est bel et bien des heures, en fonction de leur humeur, en fonction de votre argent, j'en passe. Tout ça pour dire que ce pays est bel et bien divisé en deux, et comme vous en doutez, c'est pas juste une question de langage. Et donc nous allons voir ça un peu plus concrètement. Il fait là vraiment très très froid, et on va aller voir ça un peu plus au chaud. Deep into the funnel of love. Alors, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, en 1991, l'Ukraine est donc devenue un pays indépendant. Alors évidemment, avant toute chose, le petit point géographique habituel sur cette nouvelle Ukraine. L'Ukraine est à l'est de l'Europe, soit à peu près 2000 km de Paris. Elle partage ses frontières avec la Biélorussie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie et surtout la Russie, dont c'est sa plus longue frontière, 1500 km. Elle a aussi une côte maritime dans le sud, sur la mer Noire et la mer d'Azov. D'une superficie de plus de 600 000 km², l'Ukraine est donc le pays le plus grand d'Europe, si bien sûr on considère que la Russie et la Turquie n'en font pas partie. Elle a une population de 42 millions d'habitants, soit un tiers de moins que la France. Un vrai géographe. Après une petite période de mise en place, Leonid Kravchuk est élu président de la République. Puis le 19 juillet 1994, un nouveau président sera élu, c'est Leonid Kuchma. Son administration va cautionner une privatisation accrue, le libre-échange et des liens plus étroits avec la Russie. Alors à ce moment-là, l'Ukraine va connaître un capitalisme sauvage. Quand je dis sauvage, j'aurais plutôt dire le Far West. Pas vraiment de règles, la loi du plus fort ou du plus rapide. Dans ce contexte, certains vont faire fortune rapidement, comme le couple Julia et Alexandre Timoshenko. Notez ce nom, on va y revenir plus tard. C'est la période phase des oligarques, c'est-à-dire une douzaine de personnes qui contrôlent 50% des richesses du pays. Alors évidemment, c'est un contexte qui laisse la porte ouverte à la corruption et au développement des organisations mafieuses, ce qui ne gêne pas trop Leonid Kuchma. En décembre 1999, une autre personnalité arrive sur le plan international, c'est Vladimir Vladimirovitch Poutine. C'est le diable qui l'a envoyé, celui-là. Poutine devient président de la Russie et oui, 1999, cela commence à dater. L'économie va plutôt mal en Ukraine et Kuchma décide de mettre Viktor Yushchenko Premier ministre. Viktor Yushchenko va choisir d'avoir Julia Timoshenko à ses côtés pour redresser la situation économique. Mais leurs réformes font qu'ils deviennent un peu trop populaires auprès du peuple et de moins en moins auprès des oligarques. Le président Kuchma décide donc de se séparer de Viktor Yushchenko. Le 13 février 2001, il fait envoyer Julia Timoshenko en prison. Et finalement, la Cour annulera sa sanction vu que les charges étaient non légitimes. Elle sortira de prison portant la coupe de cheveux traditionnelle ukrainienne qu'elle ne quittera plus. Pendant ce temps, c'est un certain Viktor Yanukovych qui deviendra Premier ministre. Alors je ne sais pas si c'est la force de fréquenter Poutine, mais sous la présidence de Kuchma, les restrictions des libertés de la presse en Ukraine vont rapidement se développer et la disparition mystérieuse de journalistes aussi. Je trouve ça très inquiétant. Très inquiétant. En novembre 2000, des enregistrements selon lesquels il aurait commandité l'assassinat du journaliste d'opposition Georgi Gondadze sont dévoilés. Un peu trop grillé, Kuchma se cherche un remplaçant. En même temps, un autre événement va amener la Russie à s'intéresser fortement à l'Ukraine. En janvier 2004, le 5e élargissement de l'OTAN, prévu depuis 2002, est officiel, dont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie font partie, pays qui sont frontaliers de la Russie. Mais surtout, des pourparlers pour intégrer aussi l'Ukraine ont lieu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'OTAN ou qui pensent, comme je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps, que ce sont les casques bleus, je vous rassure, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo.
Merci. En tout état de cause, Poutine n'apprécie guère d'avoir l'OTAN aussi proche de sa frontière. Il cherche donc lui aussi à avoir un président qui serait de son côté en Ukraine. Tous les deux trouvent le parfait candidat en la personne de Viktor Yanukovych. Originaire du fin fond de l'est de l'Ukraine, région où la langue principale est le russe, il se sent naturellement plus proche de la Russie que de l'Europe. Des élections ont lieu en fin 2004 qui opposent Viktor Yushchenko à Viktor Yanukovych. Et bien que tout soit fait pendant la campagne pour discréditer Viktor Yushchenko et limiter ses actions, les sondages lui sont tous favorables. En septembre, Viktor Yushchenko se fait tout simplement empoisonner à la dioxine. Il est mort, n'est-ce pas? Par miracle, il va en réchapper, mais son visage restera marqué. Après cela, des élections vont avoir lieu. Viktor Yanukovych est soi-disant élu, mais la fraude est tellement évidente que cela va déclencher des manifestations et un rassemblement sur la place Maïdan. La révolution orange va commencer. Alors je sais qu'il y a plein de théories de bas comme quoi les États-Unis et la CIA auraient sponsorisé cette révolution. Même si c'est vrai que les États-Unis, par l'intermédiaire de soi-disant ONG, ont envoyé des sommes massives d'argent et qu'il est évident que cela n'était pas pour aider Viktor Yanukovych, il faut bien comprendre que la révolution orange reste surtout un mouvement populaire. Les gens venus de toute l'Ukraine vont monter à Kiev pour y participer et surtout cela reste une révolution essentiellement pacifique. Face à la situation et la pression internationale, des négociations vont avoir lieu et aboutir à un accord pour un troisième tour d'élection. Ce qui prouve qu'entre gens du monde, on arrive toujours à s'entendre. Exactement. Lors de ce troisième tour, c'est sans surprise Viktor Yushchenko qui gagne. Il devient donc président et nomme aussitôt Julia Tymoshenko Premier ministre. Et il faut dire qu'elle va prendre les choses en main rapidement. Кожен міністр буде персонально відповідати за те, щоб по його сектору, по його галузі, по його системі управління така заборгованість була усунута протягом березня місяця. Березень місяць я виставляю той термін, за який я буду шкуру спускати з кожного міністра. Запам'ятайте це. Mais on découvre que lors des négociations pour obtenir ce troisième tour, il fut conclu entre autres que l'ex-président Kushma ne soit jamais inquiété ou poursuivi juridiquement. La pilule va assez mal passer du côté de Julia Tymoshenko et à peine 8 mois après, le divorce est consommé entre Viktor Yushchenko et Julia Tymoshenko, qui est destitué du poste de Premier ministre et devient un parti d'opposition. Devinez qui va devenir Premier ministre? Viktor Yanukovych. Trouvez pas que ça a l'air d'une plaisanterie? Si. Alors pour Julia Tymoshenko, c'est pas très grave car elle sait que des réformes ont été faites et que des prochaines élections législatives vont arriver, ce qui lui donnera une chance de revenir. Et comme prévu, le 18 décembre 2007, elle revient pour la troisième fois au gouvernement. Sauf que la Russie pendant ce temps décide de mettre la pression en menaçant de couper le robinet du gaz. Alors là, comme vous savez, hein, comme d'habitude, oui. Bah oui, la petite parenthèse. On peut pas s'en passer? Bah non, je suis un peu obligé de sortir du cadre car on est obligé de parler un peu de gaz. Oui, il faut savoir que la Russie fournit à l'Europe 40% du gaz qu'elle consomme, donc 80% de ce gaz passe par l'Ukraine. Mais cette consommation représente aussi 40% du budget de l'État russe. La dépendance est donc réciproque. L'Europe a besoin du gaz russe et la Russie a besoin de l'argent du gaz européen. Ce qui fait que les problèmes de gaz de l'Ukraine intéressent beaucoup de monde. Naturellement. L'Ukraine a toujours bénéficié de tarifs beaucoup plus bas que l'Union européenne sur le gaz russe. Mais la Russie, malgré ses engagements, décide du jour au lendemain d'augmenter le tarif au niveau de celui de l'Union européenne. L'Ukraine se retrouve donc avec une facture importante qu'elle ne peut pas payer et la Russie décide de couper le robinet. Ceci permet aussi de rappeler à l'Ukraine le pouvoir que la Russie peut exercer sur eux. Tout ceci ne va pas aider l'Ukraine à se redresser économiquement et lors des élections de janvier 2010, Viktor Yushchenko a un très mauvais score avec 5,45% des voix. Le 22 janvier, entre les deux tours, il désigne officiellement Stepan Bandera comme héros de l'Ukraine, qui va faire grincer pas mal de dents. Ce qui n'arrange pas les choses. Le deuxième tour est entre Julia Tymoshenko et Viktor Yanukovych, mais beaucoup de gens associent Julia Tymoshenko à Viktor Yushchenko, et finalement c'est Viktor Yanukovych qui sera élu. Viktor Yanukovych, fort d'avoir été élu démocratiquement, va profiter du système. On ne peut pas dire que sous sa présidence la démocratie va progresser, mais sa fortune personnelle par contre, oui. À propos, il va annuler le statut de héros national de Stepan Bandera. C'est bien la seule chose qu'on puisse pas lui reprocher. Il va aussi signer un accord pour la construction d'un pont sur le détroit de Kertch afin de relier la Crimée à la Russie. Julia Tymoshenko va, comme par hasard, être à nouveau arrêtée et mise en prison. Yanukovych se fait construire une villa de luxe qu'il fait décorer à coups de millions de dollars. En 2010, il fait passer une loi sur les langues régionales, dont le vrai but est la promotion de la langue russe pour qu'elle acquiert le statut de deuxième langue
officielle en Ukraine. Bref, son penchant pour la Russie est plus qu'évident. Il y a des signes qui ne trompent pas. Jusque-là, il arrive à jouer sur les deux tableaux. L'Ukraine ne rejoint ni l'OTAN, ni l'OTSC, l'équivalent de l'OTAN pour les Russes, mais Vladimir Poutine va le forcer à trancher, car l'Ukraine est courtisée par deux projets d'union économique. Un avec l'Europe, le DCFTA, et un avec la Russie, l'Union économique eurasiatique. Et en novembre 2013, Yanukovych évidemment choisit officiellement le projet russe et annule toutes les négociations avec l'Union européenne. Très mauvais. Ce positionnement va être la goutte de trop. Des manifestations vont avoir lieu encore une fois sur la place Maïdan à Kiev et elles vont rapidement prendre de l'ampleur. Sauf que cette fois-ci, Viktor Yanukovych, estimant qu'en tant que président légitime, il est dans son bon droit et va lancer les forces de police pour mater cette manifestation. Les choses vont vite tourner au vinaigre et ce qui fera de multiples victimes. À partir de là, les choses ne vont pas arrêter d'empirer en conflit de plus en plus brutal et meurtrier. Jusqu'à ce que finalement, Yanukovych s'enfuit. De l'autre côté d'une bonne frontière. Exactement, en Russie. À ce moment-là, un nouveau gouvernement va être mis en place et à peine en fonction en février 2014, ils vont abroger la loi sur les langues régionales qui fait que le russe n'est plus reconnu. Ce qui aurait pour conséquence, entre autres, que tous les documents officiels ne soient plus qu'en ukrainien. Ce qui va mettre le feu aux poudres en Crimée où plus de 80% de la population parle russe. Le Parlement de Crimée est pris d'assaut par des hommes armés, l'armée russe débarque en Crimée, non officiellement bien sûr. Le 6 mars, le Parlement de Crimée demande leur rattachement à la Russie, le 11, ils déclarent leur indépendance, le 16 font un référendum où d'après eux 95% sont favorables au rattachement à la Russie, et le 18 mars, la Russie reconnaît la République de Crimée et son rattachement à la Russie. On pouvait pas faire plus vite. Alors bien évidemment, tout le monde dénonce une procédure illégale puisque sous la menace de l'armée. Mais quoi qu'il en soit, la Crimée fait dorénavant partie de la Russie. Ce qui va inspirer certaines régions de l'est de l'Ukraine, le fameux Donbass. Et le 7 avril est la création de la République populaire de Donetsk, puis le 11 mai, la République populaire de Lugansk. Ce qui va bien sûr être inacceptable par le gouvernement ukrainien en place. La Crimée, certes, faisait partie de l'Ukraine, mais avait une certaine autonomie, tandis que là, c'est bel et bien le territoire ukrainien. Ils décident de faire intervenir l'armée, mais les séparatistes vont avoir un soutien non négligeable de l'armée russe qui refute toute implication. Ouais, j'en suis absolument convaincu. Ce qui va tourner ce conflit en guerre civile qui fera malheureusement beaucoup de victimes. Le gouvernement ukrainien va aussi faire appel à des factions extrémistes comme le fameux bataillon d'Azov. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait en Ukraine la 2e SS Panzer-Division d'Reich. Bien que longtemps présente en Ukraine, elle est aussi tristement célèbre en France puisqu'elle fut, entre autres, responsable du massacre d'Ouradour-sur-Glane. Je dis cela car l'emblème du bataillon d'Azov ressemble étrangement à celui de la division d'Reich. C'est pourtant vrai. Le pays va se déchirer, il va y avoir des combats et autres affrontements entre les pro-séparatistes et les pro-Kiev. Comme à Odessa où malheureusement une trentaine de personnes vont mourir dans un incendie criminel dû à des factions extrémistes. Le gouvernement va aussi demander de l'aide aux armées de l'OTAN. Par exemple, le Canada va envoyer 200 soldats instructeurs pour officiellement aider à former les soldats ukrainiens. De son côté, la Russie va continuer de renforcer militairement les forces séparatistes avec entre autres des missiles Buk, qui sera la cause du crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines. Une connerie pareille, ça devrait relever du Conseil de guerre. Des élections présidentielles anticipées mettent Petro Poroshenko le 7 juin 2014 comme nouveau président de l'Ukraine, l'un des hommes les plus riches d'Ukraine. Il fera d'ailleurs partie de la liste des fameux Panama Papers. En tout cas, le 5 septembre 2014, il signe le premier accord dit de Minsk, où il promet de mener une décentralisation du pouvoir en adoptant une loi sur le statut spécial des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Mais ces accords n'ont pas apporté la paix dans le Donbass, car aucune des parties n'a complètement cessé les hostilités, les affrontements et les bombardements des agglomérations vont continuer. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la situation est gelée des deux côtés, puisque pour les Ukrainiens du Donbass, le gouvernement de Kiev est un pouvoir fasciste qui a pris le pouvoir illégalement, et pour le gouvernement de Poroshenko, le Donbass est tout simplement tombé aux mains de terroristes qui travaillent pour l'envahisseur russe. Le 11 février 2015, des accords sont à nouveau signés, que l'on appelle Minsk II, sauf que cette fois-ci, c'est avec les dirigeants de la Russie, de la France et de l'Allemagne, qui sont censés garantir l'application des accords, mais encore une fois, sans réel succès, car on n'est pas d'accord sur l'essentiel. Le Donbass veut devenir des régions autonomes, ce qui est impensable pour le gouvernement de Poroshenko. L'Ukraine reste donc dans cette situation dramatique. J'ai beaucoup de peine.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous avez appris et compris pas mal de choses. Je finirai par 2 petits commentaires. Le premier est que, comme pour les autres épisodes de cette mini-série, ce qui est le plus flagrant, c'est l'application des puissances étrangères. Et d'ailleurs, tous les Ukrainiens avec qui j'ai discuté du conflit actuel m'ont tous dit qu'ils avaient le sentiment que sans l'application, soit de la Russie, de l'OTAN ou de l'Europe, enfin des puissances étrangères, ce conflit aurait été résolu depuis longtemps. Le deuxième est que je sais que vous avez pour habitude de voir dans les films de guerre qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Mais en réalité, quand 2 camps s'entretuent, vous pouvez être certain qu'il y a du mauvais des 2 côtés. Et oui, en Ukraine, vous pouvez avoir des nostalgiques de la période soviétique qui ont oublié que c'était une dictature féroce, et de l'autre, des pro-nazis qui pensent que le salut de l'Ukraine se fera par une épuration ethnique. Mais bien sûr, dans les 2 cas, cela ne reflète pas la majorité de la population ukrainienne. Bon, je vous rassure, je vais m'arrêter là car le but de mes vidéos est que vous fassiez votre propre jugement de la situation et pas à moi de vous dire qui est bon ou qui est mauvais. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un compte Facebook. Montrez les vidéos à votre ami ou à votre famille. D'ailleurs, il y a un site internet aussi. Il y a aussi un compte Tipeee si vous désirez soutenir la chaîne. Enfin, en tout état de cause, j'espère vous voir sur une prochaine vidéo ou sur les autres vidéos qui sont déjà postées. Kenavo ou Paka Paka. Bah non, Paka Paka, c'est russe. Je dis n'importe quoi. Je te jure, ça s'arrange pas. Hein.